Alexandre, ça va? Bah ça va, Eddie, ça fait longtemps. Ben ouais, ça fait ce qu'on se disait, ça se compte en années là. Ça fait à peu près, on est en 2025. C'est Ouais, ça fou. doit faire au moins 2 ans, voire ouais, au moins 2 ans, 2 ans et demi, Ouais. facile, peut-être 2 ans et demi, je Bah, je vais pense. expliquer comment on s'est rencontrés. Ok, Je te connaissais absolument pas. Je marchais dans les rayons de la Fnac. Je réfléchissais justement à des bouquins sur l'investissement, la liberté financière. Ça, on va en reparler après. ouais, Je suis tombé sur ton bouquin et tu étais le seul qui avait fait un bouquin sur comment investir sur des parkings. ouais. Et justement, c'est ce que j'avais en tête. Et je suis tombé, mais vraiment pile poil dessus. Je l'ai pris, j'ai vu ta photo dessus et je me suis dit, oh culot, je vais le contacter. J'avais regardé le bouquin et j'ai trouvé qu'il était hyper précis. Tu vois, c'était pas que du concept. Tu t'avais donné des calculs, tu avais expliqué les Mhm. emplacements. Bref, c'était vraiment détaillé. T'as été hyper réactif. Je crois que c'était sur LinkedIn que je t'avais contacté. Ouais, je crois. Ouais, on avait fait une conf ensuite Ouais, on avait ensemble. fait une conf ensemble. Ouais, t'as vu certains de mes étudiants. Ouais, exactement. Et tu lançais, du coup, je crois, un programme de formation Ouais, sur un l'investissement dans les bootcamp parkings. parking, Ouais, exactement. Et j'ai eu certains de tes étudiants, ouais, qui étaient top, hein. ouais, Top. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est vrai. ouais. Je me souviens, ça fait tellement longtemps, tu sais, il se passe beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans et demi. Mais je me souviens, on avait fait une conférence et moi, ce que j'aimais chez toi, c'est que tu étais hyper motivé. Et puis, on avait en commun le background sales aussi. Ouais, bah ça c'était quand on avait pris un café la première fois que tu Ouais. m'avais expliqué que je crois que tu avais bossé dans l'IT. Et j'ai bossé dans l'IT, j'ai bossé dans d'autres domaines que l'IT, mais en fait, j'ai fait 12 ans de vente. Ok, donc t'es J'ai pas fait qu'un 12 ans de vente. écrivain, t'es pas Non, qu'un non, non, j'ai investisseur. fait, j'ai fait 12 ans de commercial, hein. Au total. C'est-à-dire que je te prends l'alternance et les CDD, les Ouais, CDI, j'ai fait 12 ans. J'ai été salarié 12 ans ok, et les 12 ans, c'était sales, mais dans plusieurs entreprises différentes. ok. Alors, du coup, sales, ça veut dire que toi, tu as dû connaître, et là, c'est ce qui va être bien, c'est qu'aujourd'hui, on va quand même faire un petit état des lieux. Et pour ce qui va être intéressant, c'est de voir finalement comment les choses, elles ont évolué, puisque toi et Ouais. moi, on a ce passé de sales en commun. Et ce que je voulais te demander, c'était à l'époque, toi, dans ta fonction de sales, est-ce que tu faisais que de la prospection? Est-ce que tu faisais tes rendez-vous tout seul? Est-ce que tu négociais? Ou est-ce que c'était morcelé? Bah, ça dépend des entreprises. La toute première expérience, c'était vendre des photocopieurs en porte-à-porte et au téléphone. Ça, je l'ai fait, C'est ça. du Konica, Xerox, Ouais, Canon. Moi, c'était Canon. Canon, ouais. Mais c'était à Créteil, c'était la guerre. Et c'était en alternance. C'est parallèlement à mon école de commerce que j'avais fait une école de vente qui Ouais, s'appelait Negotia à l'époque. ouais, Après, c'est devenu Novantia et maintenant, la marque, elle a disparu. ouais, ils ont dû racheter, En ça a fait, dû se c'est fondre. l'ESCP qui a repris les locaux de Novantia qui avaient migré dans le 15e, près de Montparnasse. Il y a un gros loco de la Ah oui, oui, CCI. oui, Il y a, je vois très bien. il y a des gros Ouais, locaux de la CCI à Montparnasse. ouais, Et c'est l'ESCP qui est une des écoles les plus prestigieuses de la ouais. CCI, qui a repris le campus et du coup qui a absorbé la marque Novantia. Ok. C'est pour ça que tu en as certains qui ont mis sur LinkedIn ESCP alors qu'en fait ils avaient Ouais, ouais, Novantia. ok, Bon, ça je l'ai pas fait, tu vois. ouais. Et au départ, ça vient de Negotia. Tu avais Negotia et Advantia pour les plus anciens. Ouais. Advantia, c'était l'école un peu entrepreneur et Negotia, c'était pur négo commercial. En fait, Negotia, c'était Porte de Champéret. Ouais. Pour ceux qui vont Porte de Champéret dans le 17e, c'est les locaux Ok, c'était là où il y avait tout vitrés là. C'est ça. sub de vente. Exact. Et du coup, c'est pour ça. Alors, je sais pas si c'est un lien. Bon, je les connais parce que je bosse chez eux. Et bah, en fait, tu vois les locaux que tu as décrits. Ouais, c'était ça les locaux. Bah, tu as sub de vente et le SCP qui les partage. Et tu as la chambre de commerce Bah, à qui. l'époque, c'était Negotia. Ok. Moi, j'y étais en 2010. C'était Negotia et c'était un peu comme un BTS. C'était une école de commerce, mais c'était un peu comme un BTS NRC. Ouais. C'était pur négo Ok. avec des intervenants, des directeurs commerciaux. Ouais. À l'ancienne, tu sais, Ouais, des ouais, mecs 50, Les mecs sur le 60 ans, terrain. costards sur le terrain, qui ont de la bouteille. Ouais. C'était génial. Alors, du coup, t'as fait quoi, 2 ans? Écoute, j'ai fait 2 ans, exactement, j'ai fait 2 ans là-bas. Ouais. Ensuite, je suis allé à Novantia dans le 15e et j'ai fait jusqu'au bac plus 5. Ok. Tout en alternance, les 5 ans en alternance. Alors ça, c'est top, parce que pareil, ça nous refait du coup un autre point commun. Moi, le BTS NRC, t'en as parlé, je l'ai fait. Donc j'étais la dernière vague avant que ça devienne le NDRC. Ah, je savais même pas que ça allait changer. En fait, ils ont juste rajouté la partie digitale. D'accord. Ensuite, j'avais fait comme toi, donc en alternance, une licence en management des organisations. Et ensuite, un master en ingénierie d'affaires en alternance.
Ok. Et je suis sorti en 2014. Donc 2014 et jusqu'à aujourd'hui, ouais, ça fait un bon 10-11 ans de commerce pur. Ok, ok. Et pour répondre à ta question, j'ai fait donc de la chasse. Ouais, J'ai fait ensuite j'ai changé d'entreprise, enfin plusieurs fois. J'ai fait les copieurs. Ensuite j'ai fait 3 ans dans une agence de com spécialisée dans les produits bio, d'accord. cosmétiques, digital, un peu comme une agence de com qui faisait aussi salon, qui maintenant existe toujours et fait, tu sais, les meilleurs produits bio, Hmm. meilleurs produits cosmétiques, etc. Et, euh, et là c'était vraiment du phoning. Ok. Là c'était de la chasse from scratch, d'aller chasser, d'aller ouvrir un portefeuille Sachant qu'à en prospection l'époque, téléphonique. À l'époque, il n'y ouais, avait pas tous les logiciels d'automatisation. exactement. Nous, on prospectait sur Google, on tapait marque cosmétique bio dans Google. Ouais, On faisait des salons aussi physiques en France et en Europe, surtout en Allemagne. Et on prospectait dans des annuaires. Il y avait un truc annuaire vert avec tous les trucs bio. Et on prospectait donc annuaire vert, Google. Et je me souviendrai toujours que quand on avait un bon de commande, il sortait du fax. oui, ouais. Ça, c'était tout sur la fin, mais quand je dis ça à des gens qui ont 23 ans, ils Non, pensent que je suis oui, un il capte dinosaure. pas. Ouais. Mais c'était la fin des fax. Tu pouvais recevoir des bons de commande par fax. Maintenant, ça, je pense, ça a complètement disparu. Et donc, j'ai fait ça. Après, j'ai fait dans le bijou un peu aussi. J'ai fait aux Galeries Lafayette. J'ai fait dans le conseil aussi. Et Ouais. ensuite, la dernière expérience que j'ai eue, c'était chez Technogym. C'est toi qui aimes bien le sport, Ouais. machine de fitness dans Mhm. plein de clubs de sport, hôtels, etc. Et en fait, ils développaient une division, c'était le B2C. Ouais. En fait, ils avaient beaucoup adressé dans la filiale, enfin dans le monde entier, mais dans la filiale France, beaucoup adressé le B2B. Et moi, ils m'ont recruté, en fait, c'était une ouverture de poste Mhm. pour aller développer les particuliers. Et du coup, fallait vendre, ça coûte hyper cher, hein. Fallait vendre des tapis de course, des rameurs, des elliptiques, des haltères, des cages de squat, etc. Très premium, les mêmes que tu as à Fitness Park et autres, Ouais. à des particuliers. Et beaucoup dans le 77 d'ailleurs aussi, parce qu'il y a plus de place. Mais c'était difficile. Et donc je passais par des prescripteurs, par des architectes d'intérieur, par des coachs sportifs. Ouais. C'était vraiment de la prescription. Et après, je redonnais une commission d'apporteur d'affaires. Ok, donc c'était plus sur de l'évangélisation, voire Mm. du lobbying. Du lobbying, du Ouais. lobbying auprès des prescripteurs qui, eux, sont en contact avec le client final, ce qui n'était pas mon cas. Ouais. Parce que le client qui a les moyens, l'avocat qui a la grosse maison et tout, tu vas pas le chasser sur Facebook quoi, ou sur Insta. Et du coup, oui, c'était un peu ça, créer un réseau. Donc là, j'ai appris à créer un réseau. Et toujours from scratch. Et après, j'ai développé ça. Et puis le business rentrait parce qu'il y a le bouche à oreille, quoi. Tu sais, ils se connaissent tous. Ouais. Donc, ah bah tiens, t'as la salle de gym. Ah bah c'est bien. Tu connais pas Alexandre, il fait ça. Contacte-le de ma part. Et du coup, je suis resté 4 ans. J'ai galéré. Les 2-3 premières années, j'ai galéré. Et juste à la fin, ça marchait, tu vois. Ouais. Et après, je me suis barré. Ce qui est super intéressant parce qu'en fait, tu as donné plein d'éléments moi que je voudrais creuser avec toi. Tu as parlé de réseau, tu as Ouais. parlé de lobbying, tu as parlé justement de démarrer from scratch. Et moi, j'ai l'impression, c'est même pas j'ai l'impression, mais aujourd'hui, je constate que les règles du jeu, elles ont complètement changé. C'est-à-dire que c'est pas forcément les meilleurs qui y arrivent, les plus talentueux. C'est des gens qui arrivent à utiliser certains stratagèmes. Donc, qui vont peut-être faire partie de certains réseaux, qui vont savoir comment discuter avec des C-level et Complètement. se faire identifier dans un grand compte. Et c'est plus, tu sais, ton produit qui fait uniquement la différence. Et moi, avant d'aller dans tous ces sujets-là, je voudrais juste qu'on parle d'une chose, c'est, tu sais, la rémunération. Est-ce que à l'époque, tu arrivais facilement à faire tes objectifs ou pas? Franchement, ça dépend des expériences, mais dans la dernière entreprise, c'était des Italiens. Les Italiens sont hyper exigeants. Ouais. C'est très descendant, la hiérarchie en Italie. Tu dois remercier le patron d'avoir un boulot. C'est pas comme en France où les gens veulent pas trop bosser, où ils sont, tu vois, les gens veulent aussi monter des boîtes, etc. Là-bas, c'est salarié, c'est encore à l'ancienne, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment merci de me donner un boulot, c'est chaud, etc. Et du coup, c'est très descendant et en fait, c'est la boîte d'un seul homme. C'est vraiment la boîte d'un seul, le chef, tu vois. Et au début, les objectifs, c'était tellement élevé que j'arrivais pas à les atteindre. Et j'arrivais pas à les atteindre, clairement, je le dis. Et comment j'ai réussi à les atteindre? C'est que je sais pas, à un moment retour du Covid, je me suis déterminé et je bossais comme un malade, tu vois. Je fermais le bureau avec le DAF à 21h30 très régulièrement, quoi.
C'est intéressant que tu dises que justement, t'as pas de mal à le dire, que les ojos. Ah ouais, bien sûr. Parce que j'avais exactement, moi, le même problème quand j'ai démarré. J'avais eu un compte qui avait été très beau sur le papier. J'en avais parlé lors d'un précédent podcast, mais j'avais en fait des filiales qui étaient merdiques. Et du coup, pendant 6 mois, que dalle. Heureusement que j'avais ma garantie de variable qui faisait que je dépassais les 3 000 euros. Mais tu peux recontextualiser, c'était dans quel cadre Alors, quelle entreprise moi, c'était dans une société, en fait, une ESN. Ouais, j'ai fait aussi, je l'ai Voilà, rencontré. donc fameuse ESN, hein, qui à l'époque, ça tournait vraiment bien. C'était pas très compliqué en fait. Donc moi, on m'avait recruté quasiment en sortie de master. J'avais dû terminer en mars mon master, remise de diplôme et avril, j'ai démarré. Et donc, je fais la passation, c'est-à-dire que je remplace une personne, je vais rencontrer les clients, mais au bout de 3-4 semaines de prospection et de rendez-vous, je me rends compte qu'en fait, les filiales que j'avais étaient pourries, puisque tout était externalisé en Inde, et donc il n'y avait plus de business pour moi. Et les autres commerciaux avaient pris les bonnes parts du gâteau. Et difficilement, je crois que j'ai mis 6 mois pour faire ma première signature. Et c'était tu vendais quoi? Tu plaçais des consultants, mais dans quel... parce que tu vois, j'ai fait ESN pas longtemps, et moi, c'était banque assurance. C'est pareil. Donc du coup, c'était bon. Je pense que ça ne posera aucun problème, mais en fait, je gérais la Société Générale. Et moi, je devais... c'est drôle, je savais pas. Tant mieux si tu l'as pas eu à l'époque. Hein. Parce que moi, je devais... Alors moi, tu vois, dans une boîte qui avait son siège sur les Champs, qui a été rachetée par Accenture, je crois. Ouais. Qui s'appelait AFD Tech. Je les ai rencontrés. Ça a été une expérience vraiment difficile. Ah mais attends, t'as bossé chez AFD? Bien sûr. Parce que moi, je les ai eus en entretien avec le RH. Ok. Qui était un petit jeune à l'époque. Écoute, moi, j'ai fait un séjour rapide chez AFD en 2017. C'est plus mauvaise expérience. Bon, après, je vais pas leur cracher dessus, mais... Franchement, c'était très difficile et ça m'a pas donné envie, tu vois, de rester dans l'IT. Tu devais avoir la pression sur des KPI, sur des nombres de rendez-vous, sur peut-être des signatures, des présentations, ce genre de choses. Oui. C'était tellement une expérience pas terrible que je suis passé à autre chose, qu'après je suis allé chez LVMH, chez Aqua Parma, donc rien à voir. Ouais. Ça m'a permis de faire un gap de salaire aussi. Mais en gros, ce qui m'avait marqué dans cette boîte, on les appelait les viandards, les mecs qui plaçaient ça, et c'était vraiment une boîte de commerciaux. Et je me souviens, on devait être en costume cravate, et j'avais ce souvenir-là de quand mon nœud de cravate n'était pas parfaitement fait, j'avais une réflexion, tu vois, et je trouvais ça tellement old school. Heureusement, après, je suis parti, mais je me souviens qu'on devait adresser des comptes comme la Société Générale, le Hermès, maintenant c'est Alliance Trade, je crois, ou Alliance, Tour First à la Défense, et on n'était pas forcément référencé d'ailleurs. En fait, on n'était pas référencé chez eux, mais on devait un peu passer par la fenêtre. Bon, après, c'était une expérience comme une autre. Certainement que j'ai appris des choses, et au moins j'ai appris que je voulais plus être dans ce secteur-là. Mais le point positif des ESN, c'est qu'il y a beaucoup de process, c'est très rigoureux. Mais c'est vrai que humainement, c'était pas ma vibe. C'est-à-dire que tu vois, tu voyais les gens bosser comme des malades, fumer beaucoup. Tu vois, c'était tout le temps ça fumait à fond. Et le soir, ils allaient boire des coups. Je sais pas, c'était pas mon truc. Tu vois, c'était humainement en fait, c'était pas mes valeurs. Moi, je préférais aller faire du sport, être plus dans un lifestyle assez sain. Et eux, ils bossaient fort. C'était work hard player, tu vois, un peu à la londonienne. Ils se détruisaient un peu la santé, quoi. Beaucoup de commerciaux, pas tous, hein. Mais c'est assez drôle, quoi. Et un jour, j'ai retrouvé un directeur de pôle ou de business unit, on appelait ça comme ça, qui avait quitté la boîte, et j'ai recroisé dans une salle de gym, et il avait complètement changé, il était devenu humain. Il m'a dit: Alex, comment ça va? Mais ouais, j'ai fait un petit tour là-dedans. Mais toi, visiblement, tu as eu plus de succès que moi dans ce domaine-là. Alors, je vais dire oui. Et c'est exigeant, c'est une bonne école. Alors, ouais, c'est une très bonne école. Honnêtement, c'est une très bonne école. Et moi, je remercie surtout le N+1 que j'avais à l'époque. Il s'appelait Romain, et en fait, c'était un gars qui avait
C'était un tueur. Honnêtement, c'était un tueur. Il avait il était très minded business. Il prenait toujours le taureau par les cornes, pardon. Et dès qu'il y avait un problème, c'est quelqu'un, si tu remontais l'alerte, il était là pour t'aider. Et je lui ai remonté l'alerte. Il a pris du temps pour moi. Tous les soirs, on se voyait, tu vois, à 19 heures. Il me donnait des choses à faire. Je les ai mises en place. On a vu que le problème, c'était pas moi, mais le périmètre. J'ai une collègue qui est partie entre-temps. J'ai récupéré son périmètre. Et puis ensuite, ça a décollé. Ensuite, je suis parti dans une autre structure. On m'avait demandé d'ouvrir AXA. Alors, je l'ai fait. Ça a été compliqué. Premier référencement à gérer. 6 mois de négociation. Ah, t'as réussi à ouvrir des comptes comme ça? Ouais. Bravo. Mais la négo violente. Franchement, ceux qui connaissent pas ce domaine-là, franchement, ils ont du mérite, les commerciaux qui arrivent à ouvrir. Ouais, honnêtement, c'était... déjà, à l'époque, le fait d'avoir un rendez-vous, c'était déjà une victoire. C'était le début. Tu m'étonnes. Ensuite, réussir à détecter une opportunité, devenir le pote du client, c'était une autre victoire. Et c'est pour ça que le lobbying est hyper important. Et derrière, les référencements ont commencé à venir. Là, aujourd'hui, je sais que c'est plus compliqué qu'il y a 10 piges. Mais 6 mois de négo avec des achats. Donc, c'était la première fois que moi, je rencontrais des profils acheteurs. Et ils sont beaucoup plus compliqués en vérité que des commerciaux. Puisqu'au final, on a des intérêts qui sont absolument pas communs. Ça, c'est vrai que les acheteurs, t'avais les acheteurs, les commerciaux, les deux se comprenaient pas parfois. Non. Et c'est un peu comme parfois les ingénieurs et les commerciaux, même si ça va mieux. Mais c'est vrai que c'est une expérience, ça. Mais après, il faut quand même être objectif. C'est-à-dire que c'est pas pour tout le monde. Mais c'est une très bonne école. Ça vous apprend à vendre. Franchement, là, il y a un truc, il faut que je sois honnête, c'est que les très bons commerciaux dans les ESN, ils sont vraiment des très bons commerciaux. C'est vrai, ils sont performants. Parce que bon commercial, tu peux mettre plein de choses, tu vois. Il y a le volet humain aussi. Mais si on prend les KPI performance, quand même, quand tu es un bon commercial dans une ESN, tu es quelqu'un qui est quand même performant, qui bosse beaucoup parce que les amplitudes d'horaires, elles sont horribles. Parce que ça bosse beaucoup, quoi. En fait, tu dépends tellement d'autres personnes, d'autres process, de budget, etc., que tu es obligé tous les jours en fait, d'être sur plusieurs fronts. C'est des ventes complexes. T'es comme un pompier, en fait, où tu vois, tu as plusieurs finalement feux qui démarrent. T'en éteins un, il y en a un autre qui prend, tu vois. Ouais, c'est des ventes complexes. Moi, je me souviens, quand on partait avant 19h, c'était tu vas à la piscine ou tu prends ta demi-journée. Il y avait des réflexions comme ça quand tu partais avant 19h. Ah ouais. Et non, ça bosse beaucoup. Il faut être multitâche, il y a du stress. Tu peux bien gagner ta vie. Tu peux monter des échelons. Avoir une ESN, ça rapporte beaucoup d'argent parce qu'après, quand j'ai travaillé chez Technogym, j'avais les patrons des ESN. Tu te rappelles du taux de marge que vous aviez à l'époque ou pas? Je sais plus. Là, tu m'en dis trop. En moyenne, c'était 30%. Nous, on avait 30%. Et je pense que c'était au moins... Hein. Facile. Oui, c'était facile. Après, dans la cybersécurité, je suis déjà monté à 48. Je plaçais des mecs en cybersécurité avec tous les trucs, des experts AWS, Fortinet, tous ces trucs-là. Ouais. Mais je me souviens, ça me revient en mémoire. Mais il y avait des mecs super bien, franchement. Il y en a aussi, tu vois, c'était... Respect ceux qui font carrière là-dedans parce que c'est pas la voie de la facilité. Et puis maintenant, c'est compliqué. Je sais pas, alors par contre, moi je te parle de ça, c'était 2017. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi le marché quoi, sur les ESN en 2025? Aujourd'hui, le marché, c'est quoi? C'est que tu as des ESN qui sont franchement en difficulté, qui ne le disent pas. Parce que quand tu regardes les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, tout est beau, tout est rose, mais c'est pas vrai. Tu as des grosses structures qui faisaient partie du top 10 qui se font dégager de certains référencements. T'as plus trop le droit à la sous-traitance. Alors ça, il y a la théorie, il y a les faits. T'as des TJM qui sont très bas maintenant. Et tu as des marges qui sont entre 15 voire 20%. Et là, c'est une moyenne. Donc pour les puristes, tous ceux qui sont dedans et qui sont dans des trucs très spécifiques, c'est une moyenne globale. J'ai des gens qui font du 8h, 20h, qui mangent dans leur voiture, Il y a même un autre phénomène, c'est que maintenant, les gens vont plus trop chez le client. C'est beaucoup de visio. Ah oui, ok. C'est vrai qu'il n'y a pas de visio. Non, on faisait pas de visio. Non. C'était 2017, on faisait pas de visio. On prenait la ligne 1, on était sur les champs. Le bureau était sur les champs, on prenait la ligne 1, on allait à la Défense. Et moi, pareil, j'allais à Val-de-Fontenay. J'allais à Val-de-Fontenay Je crois que c'était pas les dunes. Si, c'était les dunes. C'était les dunes à Val-de-Fontenay, bien sûr.
Ah, j'y allais aussi. Hein. Bah, voilà. C'était pas loin de Gagny, tout ça. C'est ça, ouais, mais bien sûr, ouais. j'y allais Ouais. là-bas. Ah ouais, je me Et souviens. puis, bah, tu avais juste à passer le. C'était beau, les dunes, c'était moderne hein, à l'époque. Hein. Bah, là, ils ont refait C'était au encore top. des super Ah, ok. locaux. C'est. Je me souviens, les dunes à Val-de-Fontaine. Oh la vache. Ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, tu pouvais prospecter sur place, puisque en fait, tu avais juste à aller dans les open space. Tu avais les bureaux des décideurs, tu avais leur nom, leur équipe, donc c'était bon, tu avais juste à toquer. En plus, toi qui as fait du copier, tu sais ce que c'est. C'était facile. Là, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, pour revenir sur l'état du marché, les ESN, elles se font de plus en plus dégagées, les tarifs baissent, les marges baissent, très peu de commerciaux font leur objectif. T'as un turnover de dingue. Ah oui, par contre, attends. Ah, nous, ça virait, mais tu vois, il y avait des gens, c'était solde de tout compte, tac, machin. Enfin, c'était horrible. Non, vraiment, c'était un film. Ah bah, moi, j'ai une anecdote à te donner. À 8-9 heures, on était venus parce qu'on avait une demi-journée de prospection. Il fallait qu'on soit là très tôt. Et c'était un grand open space. Et il y a une nana, elle a sauté. Comme aux US, on lui a donné un carton, on lui a dit, écoute, à midi, t'es plus là. Tu donnes la caisse, tu rends tout. Et devant tout le monde, on lui a dit devant tout le monde. Ouais, c'est-à-dire que pendant 3 heures, t'as une nana qui fait ses trucs et qui était en pleurs. Et les autres? Ah non, c'est un milieu, assez horrible sur cet aspect-là. Ouais, c'est que en fait, c'est dans certaines boîtes, pas toutes bien évidemment, mais c'est que quand tu signes, t'es la star. Quand t'es dans le creux de la vague, limite dans l'ascenseur, on te tourne le dos ou on monte pas avec toi. Et je l'ai vécu, hein. Vraiment, je l'ai vécu. Je ne signais pas, on ne me considérait pas. Ah non, mais c'est de toute façon commerciale, ce que je dis tout le temps, c'est que tu peux être la star la semaine et le lundi, on met les compteurs à zéro, t'as la réunion, le kick-off et ça repart à zéro. Et si tu fais une mauvaise semaine, on aura oublié que la semaine dernière, t'étais la star et que t'as ramené je sais pas combien d'euros. Mais ouais, ça, c'est dernière expérience du B2B. Après, moi, j'ai switché dans le B2C. Alors, on dit que le B2C a moins d'argent, etc. C'est vrai que plus le client il est chiant, plus il est petit en général. Mais j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu dans le B2C, tu vois. Ouais. J'ai réussi par des skills que j'ai développés, c'est-à-dire un très bon relationnel, m'intéresser à l'autre. Et là, j'ai réussi à faire des choses. Notamment, par exemple, j'arrivais à vendre des salles de sport à des milliardaires, des millionnaires, des gens très, 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 très riches qui sont connus d'ailleurs par tout le monde. Et j'ai essayé de me mettre à la place, tu vois, ce que je faisais moins dans le B2B, parce que le B2B, c'est très ingé, en fait, comme vente. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui passent commerciaux, qui sont de très bons vendeurs B2B, parce qu'il faut des process, c'est des ventes complexes, ça prend du temps, etc. En revanche, le B2C, c'est beaucoup plus sur les soft skills, c'est sur l'humain, c'est sur ton relationnel, sur ta politesse, sur ta intelligence relationnelle, émotionnelle, comment tu comprends le client, etc. Et moi, par exemple, j'étais un des seuls commerciaux je googlisais en fait le nom du client que j'allais voir. Ok. C'est-à-dire qu'on me disait, bah tiens, il y a un client, tel client, tu vois, qui est inconnu pour le coup, qui était dans Salesforce, quoi. Il est à Manille-le-Hongre, par exemple, c'est un exemple dans 77 ou à Versailles, où tu veux. Bah, un commercial lambda, il va prendre sa golf de fonction, il va faire des bouchons, il va aller voir son client, il prend ses catalogues, il connaît son argumentaire. Bonjour monsieur le client, monsieur le prospect, il y a ça, ça, ça. Et moi, je me suis dit, je vais pas réussir à vendre comme ça, je vais pas faire la différence. Donc en fait, j'ai essayé d'inverser la tendance et de me dire, je vais la jouer beaucoup plus sur l'humain. Donc la veille, ou quelques jours avant, je préparais toujours mes rendez-vous en amont, j'allais taper le nom sur Internet. C'est des gens qui souvent sont sur Internet parce que tu vois, ils ont une entreprise, donc ils sont sur LinkedIn, sur société.com, ils ont des boîtes. Et à l'époque, il y avait déjà LinkedIn ou c'était Ouais, il y avait ça, c'était alors Technogym, c'était 2018-2022. Ok, donc ça veut dire qu'on était fin de Viadeo, montée en puissance de Ouais, Viadeo, c'était ma première expérience, surtout Viadeo. Ouais. Où à l'époque, Viadeo, le français, Viadeo était plus gros que LinkedIn en France. Ça, les jeunes, ils l'oublient. Viadeo était plus gros. Mais là, du coup, c'était LinkedIn, tu vois. Ouais. Et donc, moi, je me disais, les gens, ils sont riches. Ils habitent dans des trucs de fous, ils dirigent des boîtes, ils ont une présence sur Internet. Que n'a pas un employé lambda qui fait du 9-17, tu vois. Moins. Et du coup, je faisais des recherches sur les gens, sur les réseaux sociaux, sur société.com. J'allais voir, j'essayais de comprendre l'organigramme, etc. Je passais du temps. Mais l'avantage, c'était quoi? C'est que quand j'arrivais chez le client, j'avais des infos en fait sur le client que mon concurrent n'avait pas. Je savais quel sport il aimait parce que parfois j'allais stalker un peu l'Instagram, le Facebook, etc. Je voyais s'il aimait le golf, la course automobile, la salle de sport, etc. Et j'avais des infos. Lui, il n'était pas au courant que j'avais ces infos-là. Donc parfois, je plaçais des trucs parce que je savais que ça allait lui parler. Je te donne quel exemple je pourrais te donner.
Je sais pas, si j'ai un client, je vois, par exemple, il aimait l'art, je pouvais, dans ma conversation, lui placer un truc d'art. Et là, il me regardait différemment. Et là, je voyais son œil. Il se disait, ah, j'ai pas un commercial lambda face de moi. En fait, j'essaye à chaque fois, Eddy, tu vois, d'avoir une anecdote propre au client qui allait me faire sortir du commercial lambda. Je me suis dit, le client, il est riche. Toute la journée, les gens, ils sont à son service. Ça le saoule. Et il a envie d'avoir quelqu'un qui est un peu différent, qui le comprenne et qui lui fait passer un bon moment. Et le client B2C, si tu veux vendre au client B2C, il faut lui faire passer un bon moment. Tandis que le client B2B, c'est beaucoup plus rationnel comme vente. C'est les chiffres, c'est souvent pas le CEO, donc c'est un salarié qui est cadre, mais qui est salarié, qui doit rendre des comptes. Donc du coup, c'est des métriques. Le milliardaire, c'est pas des métriques. Le milliardaire, si toi, demain, tu fais fortune dans un truc, tu veux passer un bon moment. Tu vois un commercial arriver, tu veux le voir comme ton enfant, tu as envie qu'il soit sympa, tu as envie de l'aider, tu as envie de quelqu'un de sympa, tu vois. Au final, ce que tu veux, c'est peut-être un peu d'authenticité dans un monde qui est pas fake, mais qui est drivé peut-être par une image que tu as. Exactement. Et comment les gens te perçoivent. Et l'authenticité, tu l'as beaucoup plus facilement dans le B2C parce que tu es en contact frontal avec le décideur et avec le client. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que, tu sais, moi, je me forme en ce moment sur la psychologie. Ok. Et je regarde tous les biais cognitifs, je regarde toutes les expériences sociales qui ont été faites. Et par rapport à ce que tu dis là, c'est que à chaque fois on a essayé de vendre quelque chose à quelqu'un, ça a toujours mieux fonctionné quand on avait quelqu'un en face qui nous ressemblait, qui partageait des choses en commun, des passions, qui avait peut-être des connaissances communes, ou alors c'était une origine, un nom, ou un groupe qui était similaire. Bien sûr. Et pourquoi je t'en parle aussi, c'est que parce que moi, à l'époque, j'avais appliqué exactement la même chose et je l'avais compris avec une anecdote que je vais te raconter. On va voir avec ma directrice la direction des achats de l'ASG pour un déjeuner. Okay. Ma directrice me dit cette phrase: tu fermes ta gueule, je gère. J'ai écouté. J'étais petit, j'étais jeune, je démarre. Et je parle pas pendant le déj, je suis le premier à terminer mon assiette, donc je suis comme un con. Et là, c'est la responsable des achats qui me dit: bah monsieur, du coup, on va travailler ensemble, je vous ai pas trop entendu, jeune homme. Allez, dites-moi qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Je regarde ma directrice, presque en demandant, tu sais, de la permission. Bref. Et je lui dis: voilà, j'ai fait ça, je sors d'études. Elle me dit: ah bah tiens, j'ai mon fils qui est aussi dans les études, qui est un peu paumé, qui sait pas ce qu'il veut faire. Bah, moi, mais vraiment de manière très naturelle, comme je le fais aujourd'hui avec certains étudiants, bah, donne-moi son numéro, je vais le driver et ça se trouve, on va le recruter chez nous en alternance. Tu vois, j'ai balancé ça comme ça. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'au final, bah, si tu humanises la relation, si tu arrives à trouver des points communs, ça peut le faire. Et surtout, c'est qu'en face de toi, t'as qu'un être humain. Oui, il y a un statut, oui, il y a un C-level, mais après, je l'ai appliqué dans d'autres relations, mais sans jamais aller au-dessus. Et ça, c'est une des lois des 48 lois du pouvoir. La première qui est ne dépasse pas ton maître. C'est quelque chose comme ça. Et en gros, je n'ai jamais été plus loin que la connaissance ou le niveau de la personne qui était en face de moi. Et il y a même parfois, des fois, je connaissais rien. Tout à l'heure, tu as parlé de l'art. Moi, j'y connaissais rien en vin. Et tu te rends compte qu'il y a plein de sujets de conversation qui reviennent très souvent. Dans mes déjeuners, c'était la moto, les montres de luxe, quand j'étais avec des hommes, hein. La famille, les enfants, les voyages, la boisson. Donc, quand je dis la boisson, c'est le vin, les spiritueux, le sport, ouais. Et ben tu vois, moi, ce que je faisais, c'est que je demandais à la personne qui était en face de moi: c'est quoi un bon vin? Pourquoi tu le maries avec tel aliment? Tu posais des questions, en fait. Tu es très curieux. Ça. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je m'étais dit: je vais le garder, ça. Je vais le réutiliser plus tard, comme toi, tu l'as fait. Mais je vais m'arrêter là. Tu vois, je vais pas aller plus loin. Et juste une fois, j'ai fait le malin, c'était sur les montres. Voilà. C'était Omega versus Rolex. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Faire plaisir. Mais tu vois, et tu te rends compte qu'à la fin, bah, tu fais ton déj ou ton rendez-vous et ton client, c'est lui qui te dit: il faut qu'on se refasse un deuxième round, il faut qu'on se revoie. Mais... je vais apprécier. Et tu te rends compte que c'est pas toi qui vends, mais c'est lui. Parce qu'il te dit à la fin: en fait, on n'en a pas parlé, mais. Bah, exactement. Et là, tu te dis: bah, good. C'est exact. Alors, tu vois, c'est drôle, hein. On s'est pas briefé avant, hein. C'est vraiment ce qu'on vit. Mais c'est exactement moi ce que j'ai vécu dans ma dernière expérience. Bah, au début, on est nul en commercial. Tu vois, quand les premières expériences, j'avais pas toutes ces subtilités. Mais à la fin,
je les avais et c'est vrai qu'à la fin, c'est le client qui me disait, bon, bah, on signe, quoi. Ouais. Une fois que tu as créé de la confiance, du trust, il faut créer de la confiance. C'est-à-dire qu'il faut que le client, il ait confiance en ton produit ou ton service et qu'il ait confiance en toi aussi. Ouais. Il faut valider les deux. Et si tu valides un des deux, s'il a confiance en ta boîte, ton service, ton produit, mais que toi, il t'aime pas, il va signer, mais un peu à contre-cœur et ça va. Presque, il va dire bon, est-ce qu'il y a un autre commercial, etc. S'il a uniquement confiance en toi et qu'il n'a pas trop confiance en ton service, c'est un peu problématique. Donc, il faut vraiment valider les deux. Ouais. Donc, quand vous travaillez dans une entreprise qui est sérieuse, bah, il faut vraiment miser sur l'humain. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment un subtil mélange. C'est fin, en fait. Hein, c'est très délicat, tu vois. Il faut pas être grossier, il faut vraiment avoir ça. Entre de l'humilité, j'aime bien ce que tu as dit, c'est savoir rester à sa place. Voilà, tu as en face de toi un C-level qui a peut-être 10-20 ans de plus que toi. Le but, c'est pas de rouler des mécaniques et d'essayer de l'impressionner, c'est je reste à ma place. D'avoir cette humilité-là, et ça, il y a beaucoup de gens qui devraient l'apprendre. Mais en même temps, avoir le culot et l'audace de poser des questions, de s'intéresser à l'autre et la curiosité, mais en restant à ta place. Et ça c'est un vrai truc. Ouais, tu restes à ta place, mais en même temps, tu poses des questions et t'es pas trop effacé. Et là, ils vont adorer. Ils vont se dire, j'ai quelqu'un qui est humble en face de moi. Ça change de l'image du commercial un peu prétentieux. Et en même temps, j'ai quelqu'un qui ressemble à mon fils, qui pose des questions, et ils vont t'apprécier. Et moi, je t'assure que je vendais la dernière année. Je suis parti en cours d'année, mais j'allais atteindre mon objectif. On avait à peu près 1 million hors taxe à faire en vendant des machines de sport. C'est pas mal. 1 million par personne. Et du coup, j'avais de la recommandation et je passais mon temps à envoyer des WhatsApp parce que ces gens très puissants, ils sont beaucoup sur WhatsApp, ils n'ont pas le temps, et c'est OK, top, ils ont 4 mots de vocabulaire, hein, c'est OK, top, merci, etc. Et après, j'ai mis ça à mon service quand j'ai sorti le livre avec les journalistes, avec les attachés de presse, En fait, je me suis servi de tout ce background humain et commercial pour aller avoir des parutions presse. Et j'ai plein de potes qui ont sorti des bouquins, qui ont eu 3 pauvres parutions. Moi, j'en ai peut-être 20 ou 30. Ils m'ont dit, mais comment tu fais? Il y a même un mec qui m'a dit, je suis prêt à te payer, coach-moi pour le faire. Je ne l'ai pas fait. Mais c'est simplement que j'ai mis à profit, en fait, les skills que j'ai appris, les biais cognitifs aussi que j'ai identifiés. Ça m'intéresserait vraiment de développer ça. Cette fois-ci pour moi. Et plus pour le business d'un autre, quoi. Tu sais quoi, on pourrait même en faire un épisode. Si tu veux. Ouais. Et juste avant parce que je voudrais qu'on parle aussi du switch, tu sais, vers le bouquin, parce que tu as aussi une deuxième vie. Et c'est juste de dire que toujours regarder sur du long terme. Tout à l'heure, tu as dit, effectivement, oui, il y a ta boîte, il y a ton produit, mais il y a toi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles générations vont pas faire toute leur carrière. Déjà, s'ils font 2 ans dans une boîte, c'est bien. Donc, quand tu vas partir et que tu veux relancer ton business, aller vite chercher des primes, envoyer des bons signaux à ta hiérarchie, valider ta période d'essai, c'est toujours bien quand tu décroches, t'appelles un de tes clients qui est presque un pote, ça va. Et avant même finalement de partir, je vais dans telle boîte, est-ce que tu me suis? Oui, je vais récupérer tel périmètre. Et là, bim. Les gens, ce qu'ils achètent finalement, c'est toi. C'est ton professionnalisme, c'est ce que tu sais faire, c'est de dire non quand tu ne sais pas faire. Et voilà, quand tu le fais bien. Et dernière anecdote avant de passer à la suite, c'est que il n'y a pas très longtemps, j'ai été reparti dans une ESN. La première chose que j'ai fait, c'est appeler des clients que je n'avais pas vus depuis 4 piges. Tu vois? Et quand je les ai appelés, tout de suite, c'était à la Société Générale, viens, on se voit, on va prendre un café. Ils ont aimé parce que pas beaucoup de gens le font. Le mec, voilà ce qu'il m'a dit. Je te dis, c'était un RSSI groupe et il m'a dit, vous, en fait, ce qu'on aimait bien, c'est que vous saviez ce qu'on voulait. Vous ne forciez pas la main. Et quand vous nous proposiez un truc, à 90%, on était juste là, nous, pour valider. Et ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, il y a une vente qui est trop théorisée. Je vois trop de « oui, j'ai fait ça, c'est comme… » Non, c'est pas vrai. Chaque vente est différente, chaque être humain est différent. Et un même être humain, il a des humeurs différentes dans une journée. Tu peux l'appeler aujourd'hui, il sera bien. Tu peux l'appeler demain, il sera énervé. Tu peux l'appeler aujourd'hui, il va t'envoyer chier. Demain, il va t'accueillir. Tu vas rien comprendre. Tu sais pas. Donc, c'est quelque chose qui est trop variable pour être une science. Alors maintenant, on va switcher sur ta seconde vie.
Tout à l'heure, je l'ai dit en introduction, moi, je t'ai connu par rapport à ton bouquin. Ouais, donc c'était après l'après Technogym, tu vois, c'était juste au Switch en fait. C'est Juste après ça. le Switch. Alors, je recontextualise. Donc, moi, j'ai vu ce bouquin, je voulais investir dans des parkings, je l'ai trouvé. Donc, je me suis dit, OK, allez, je te contacte. J'ai vu aussi quelques vidéos de toi sur TikTok. J'ai vu des vidéos de toi sur LinkedIn. J'ai vu des interviews de toi sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous en parler, justement, toi, de ce switch, de ces investissements et pourquoi tu as fait ça? Ouais. 12 ans de commercial. Hyper stressant comme job. En parallèle, j'ai acheté des parkings. Ouais. Donc ça a été ma bonne idée qui a changé c'est ma marrant vie. Que tu sois parti dans des parkings Ouais. et pas dans l'IMO comme tout le monde. Non, mais j'avais pas d'argent pour acheter de l'IMO. J'ai commencé en alternance et j'avais pas les contrats. Tu vois, je suis allé voir la banque, elle m'a dit c'est mort ou je te prête 10-15 000. Tu vois, j'avais pas la capacité de pouvoir emprunter et j'avais pas d'aide familiale aussi. Je parle avec des gens parfois qui ont des parents très aisés, qui disent, tu vois, il y a 50 000 du père, 50 000 de la mère. Ouais, dans ce cas-là, achète peut-être un appartement. Je comprends. J'achèterais aussi, moi, un appartement peut-être dans une résidence étudiante ou à Angers ou à Rennes. Effectivement, si. Moi, c'était pas ça. Donc, en fait, il faut s'adapter à son contexte. Moi, le contexte, c'était, il n'y avait pas d'aide familiale, il y avait des petits salaires, du stress, des petits apparts à Paris et une envie de kiffer, de m'émanciper. Donc, le parking, c'était quand même pertinent. Et du coup, j'ai acheté parking par parking, sans en parler à personne, parce que de toute façon, quand j'en parlais, les gens ne comprenaient pas mon délire. Je voudrais juste faire une parenthèse. Ouais. Les gens comprennent que quand tu réussis. Ouais, c'est vrai que c'est au moment, en fait, les amis... Après, ils étaient quand même bienveillants, mais c'est vrai qu'il y a eu... il y a eu assez bien. Le assez bien, il est arrivé 10-12 ans après, quoi. Pendant 10-12 ans, il n'y avait pas le assez bien. Il y avait des rigolades, quoi. Moi, je trouve que tu as été visionnaire, je vais te dire pourquoi. Et je te l'avais pas dit à l'époque où on s'était rencontrés, mais parce que j'ai investi dans l'IMO. Honnêtement, je regrette. C'est galère, l'IMO. Le seul bon côté que j'ai eu, c'était des taux qui étaient bons. Mais quand je regarde toutes les emmerdes que ça t'apporte, toutes les taxes que tu as, c'est clair. Ça vaut pas le coup en réalité. C'est vrai qu'il y a des contraintes. Donc le parking, j'ai fait ça en side business. Du coup, double effet qui se coule, c'est que ce qui était positif, c'est que ça me détendait parce que je voyais des résultats et on est en tant que commercial. Un commercial qui n'a pas de résultats, il n'a pas confiance en lui, il est mauvais. Et quand tu as des résultats, donc de l'argent, c'est la même chose, ça veut dire pareil. Tu étais content, donc j'avais le smile, donc je vendais plus, donc j'étais moins stressé. Donc si je faisais pas mon variable, j'étais moins stressé, etc. Ce qui pouvait agacer aussi les managers, parce que quand ils ont compris qu'il y avait le parking, ils se sont dit, mais lui, on le tient pas, quoi. On le tient pas, parce que tu vois, les 300-400 qu'il peut aller chercher en variable, en fait, il les a dans l'IMO, donc il nous énerve, lui, tu vois. À la fin, il y a eu ça. Et après, pour finir l'histoire, donc ça m'a accompagné avec des hauts et des bas, des années plus ou moins dynamiques sur les acquisitions. Et à un moment, j'étais encore salarié, donc j'étais bien payé chez Technogym quand même. J'avais plein d'avantages, la voiture et tout. Et je me dis, tout ça pourquoi, tu vois? Je gagnais même ma vie parce que j'avais le salaire plus les marges des parkings. Et je sais pas, j'ai eu un cas de conscience, je me suis dit, faut retransmettre. Un peu comme tu fais, toi, avec les cours. J'ai eu envie, toi, c'était purement altruiste, parce que c'était pas héroïste. C'était pas héroïste c'était pas un tunnel de vente avec un truc. Je me suis dit, j'ai envie de retransmettre. J'ai fait un podcast. 2 podcasts. Et là, je reçois des DM sur, comme tu m'as fait, sur LinkedIn. Et moi, j'ai pas l'habitude, je suis un commercial. Donc moi, je suis un chasseur. C'est moi qui vais faire chez les gens. Et là, j'ai quelqu'un qui me donne un message gentil et j'avais pas l'habitude et ça m'a fait vachement plaisir, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, détends, ça fait 10 ans que t'es commercial, t'es fatigué, là, t'as mal au dos en bas, là. L5, S1, je sais pas quoi, détends-toi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas un livre? À un moment, je fais un footing, j'habitais dans le 78. À l'époque, j'avais acheté un tout petit studio. Et j'écoute un podcast. Et il y a un name dropping, il y a un mec qui donne le nom de son éditeur. Moi, je connaissais personne, j'avais aucun réseau. J'avais pas de vie, de toute façon, je faisais que bosser et rentrer chez moi. Je tape le nom du mec sur LinkedIn, je lui envoie l'intro de Commercial de la mort. Ma meilleure intro de sales, pas trop longue, tu vois, vraiment le truc pas chiant à lire et tout. Le mec me répond. Je pensais qu'il allait pas me répondre. Ah, c'est intéressant ton idée et tout. On se fait un appel. On signe le contrat avec Erol, la maison d'édition. Et me voilà dans le projet d'un livre. Donc, j'étais encore salarié, j'ai écrit le bouquin pendant 8 mois.
Et en même temps, c'est l'année où j'ai le plus performé. J'arrête de bosser le 31 mai 2022. Le 16 juin sort mon livre partout. Donc, je passe du jour au lendemain, enfin, en l'espace de 15 jours, je passe du commercial dans une organisation et tout, à auteur d'un livre qui se vend très bien, qui est best-seller dans sa catégorie et qui est partout, et avec des médias on me dit, ouais, il y a RTL, il y a Ouest France, Nice Matin, etc. Alors que 15 jours avant, j'étais commercial à avoir des mecs qui répondent pas à mes mails. Moi, j'ai pas compris. Bah, tu sais, moi, comment je le traduirais, ça? Je pense que dans la vie, en fait, il y a un temps pour l'action et un temps pour la réflexion. Et il faut pas qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre. Parce qu'après, bah, finalement, il va rien se passer. Et je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé pour toi, c'est que bah, tu t'es dit j'y vais, Ouais. ça s'est fait. Parfois, on a aussi des barrières psychologiques, on a le syndrome de l'imposteur, on se dit mais c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et au final, tu te rends compte que bah, quand tu le fais en étant déterminé, que c'est un truc que tu maîtrises et que tu kiffes, il y a des chances de se louper, mais la vie te donnera ce que tu lui demandes. C'est-à-dire, si tu le fais pas ou tu te tentes pas, tu le sauras pas. Ouais, mais c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est un truc que beaucoup de gens ont. Toi, tu l'as, toi, ou pas? Alors, ouais, je l'avais. Je l'avais. Quand j'ai pris la confiance, je suis retombé et bah, il était parti, il est revenu. Et depuis un moment, non, parce que j'ai moi-même, tu sais, pratiqué des thérapies. Et à un moment donné, moi, j'ai eu un cas de conscience. C'est quand mon père est parti. Comme toi, j'ai eu un bilan qui est apparu dans ma tête. Je me suis dit un jour, je serai à sa place, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis pas content? Et en fait, à ce moment-là, c'est pas que l'oseille avait plus d'importance. L'oseille n'avait plus d'importance le jour où mon père, à ma remise de diplôme, a dit mon fils, je suis fier de toi. Je peux dire que des euros, j'en ai eu. Ça a jamais été le même niveau que cette phrase-là. Parce qu'il te l'avait jamais dit. Non, avant. c'est ça. Et tu sais, chez nous, il te l'avait pas dit avant. dans les origines que j'ai, nous, on a une espèce de. C'est pas une honte, mais on a du mal à se dire les choses, tu vois. Mais on les montre d'une autre manière. Et là, mon père, pour qu'il le dise, c'était. Même ma mère, tu vois, c'était un truc de Donc dingue. ça t'a libéré, en fait. Quand t'as entendu ça, il y a eu un déclic un peu. Bah, il y a eu un déclic et en même temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, tu vois, qui soit aussi fort et impactant que ça? Parce que moi, en réalité, je me suis rendu compte que l'oseille, j'aime ça, c'est vrai, mais je vais faire une petite référence parce que je suis tombé sur un de tes TikTok il y a 2-3 jours et j'ai kiffé. C'est quand t'as dit que les gens, tu vois, ils passaient trop de temps, la tête dans le guidon, faut peut-être retourner un petit peu à la nature, faut peut-être, tu vois, retourner sur des choses qui sont importantes. Et moi, je me suis dit, mais en fait, on n'a qu'une vie. J'aurai qu'une fois 30 ans, qu'une fois 31 ans. Je sais même pas si je vais aller jusqu'à 80. J'en ai aucune idée, tu vois. Bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais et je fais des choses que je kiffe? Est-ce que j'ai des regrets? Tu vois, est-ce que je prends des risques? Est-ce que j'en prends pas? Tu vois, est-ce que je voyage? Tu vois, par exemple, ces 2-3 dernières années, j'ai claqué en vacances, j'aurais pu m'acheter je sais pas quoi. Mais j'en ai rien à foutre parce que j'ai des souvenirs. C'est important, ça donne des expériences, des ouais, souvenirs. Et puis on n'a qu'une vie. Puis en même temps, après, ça te donne un but. Tu sais pourquoi tu le fais. Moi, aujourd'hui, je sais que je veux capitaliser sur mon temps. C'est l'âge, on avance en âge. Mais c'est vrai que le temps, quand t'es jeune, le temps, tu t'en fous. On dit tuer le temps. Et tuer le temps, il n'y a que les jeunes qui disent ça. Un mec de 80 ans, il dit pas aujourd'hui, je vais tuer le temps. C'est que les jeunes qui disent ça. Ça, on n'en parle jamais de ce petit truc. Mais l'expression je vais tuer le temps, ça veut dire en gros j'ai du temps à perdre, à dépenser. T'as pas un vieux qui dit ça. Mais le temps, c'est en vérité, c'est une denrée rare. Ah ouais. Et c'est vrai que, après, toi et moi, on a été commerciaux et les gens qui ont été commerciaux, en fait, faut accepter de t'oublier un moment, d'être dans le guidon et de charbonner, quoi. Et ça, si t'es pas prêt à l'accepter, forcément, fais autre chose et voilà, mais je pense que toi, tu l'as fait. Je l'ai fait 12 ans. Tu vois, je l'ai fait 12 ans. Et parfois, les gens me disent ouais, c'est trop bien ton truc de parking. Tout à l'heure, j'étais à un événement tout à l'heure pour un truc de montre, pour ma chaîne de montre. Et quelqu'un m'a présenté, m'a dit ouais, il a vachement bien réussi dans le parking, etc. Et la nana. Juste aujourd'hui, t'en as combien? J'en ai 91. 91, ouais, je m'étais arrêté à 90. Moi. Et la nana, elle me dit ah, la chance. Et je dis non, ça a été beaucoup de boulot en fait. Ouais. Et après, ça l'a. Peut-être que ça a fait écho à elle qui peut-être se bouge pas, tu vois, et du coup, ça crée une distance aussi. Mais parce que nous, en fait, on n'est pas éduqués et je vais faire une petite.
une petite transition, enfin très très rapide, parce que je sais que tu es en préparation d'un deuxième bouquin. Ouais. Et moi, je me bats et j'adorerais qu'on ait une matière dès le collège sur gérer son argent. Tu vois, moi, ma petite sœur, aujourd'hui, je lui apprends à gérer l'oseille, à faire de l'oseille, à faire de l'argent avec son talent. Tu vois, Ok. c'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, ma petite sœur, elle dessine super bien. Un jour, j'ai acheté une paire de pompes. Je lui ai dit, vas-y, fais-moi un truc dessus. Je veux que tu les customises. Je lui ai donné 50 balles. Elle n'a pas compris. Je lui ai dit, bah, t'as fait. 25 balles par paire, c'est du temps. Le temps que tu as consacré, c'est du matos que tu as aussi usé. Et donc, du coup, ton temps a de la valeur. Et après, elle a commencé à le faire avec ses... Elle customise des Jordan. Ouais, elle te fait des Là, jumps. elles sont customisées, les tiennes? Non, celle-ci, celle-ci, je les ai pris aux US. C'est la première fois que je Parce que les ai sortis j'aime bien pour les toi, mec. Jordan aussi. Elles sont belles. J'aime bien les sneakers avec Jordan et tout. Ah bah, J'adore ça. À chaque podcast, tu verras. Ok. Et donc après, elle a commencé à le faire avec ses potes de classe. Et puis, tu vois, même une fois, je vois qu'elle faisait à 25 euros. Je lui dis, mais non, c'est 25 euros par basket. Il faut que tu apprennes à négocier, tu vois. Après, je lui ai donné des habits que je mettais plus sur Vinted pour voir comment elle allait se démerder. Une fois, je lui ai donné de l'argent pour une fête. Et j'ai attendu de voir ce qu'elle allait faire. Et tu vois, elle les avait économisés pour acheter du matos. Et ça, je trouve qu'on ne l'a pas aujourd'hui. On a un problème avec l'oseille, on a du mal à parler salaire, on a du mal à négocier son salaire. Quand quelqu'un gagne de l'argent, on va toujours trouver toutes les excuses du monde avant de lui demander comment il a fait. C'est pas comme aux États-Unis, tu vois, ou dans des pays anglo-saxons. Et c'est pour ça que je trouve que le fait que tu ailles en tout cas que tu as un deuxième bouquin en préparation, c'est une super chose. Mais moi, je l'attends puisque Ouais, il faudrait que tu le lises. En gros, bah, c'est par rapport au constat que tu viens d'énumérer, en fait, que j'ai fait le bouquin. En fait, je me suis dit, c'est quoi la next step? Tu vois, j'ai fait le bouquin parking, ça a aidé des gens, j'ai reçu plein de messages. Après, j'ai fait un petit bootcamp, j'ai essayé un peu la formation, c'était sympa, mais j'ai pas voulu aussi être trop identifié comme un infopreneur. J'aime pas trop cette posture, je préfère être auteur. Donc c'est pour ça que j'ai pas énormément développé. C'est pas faute d'avoir été contacté par plein d'experts en marketing et tout. J'ai aussi investi dans quelques concepts. Un concept de resto marocain qui s'appelle Choukran à Paris. Ok. Si t'aimes bien la cuisine marocaine. Je suis à moitié marocain. Donc. Bah voilà, il y a une enseigne qui s'appelle Choukran. Ils ont 2 points de vente. Ils sont où? Ils sont rue d'Aboukir dans le 2e vers Sentier. Et ils sont dans le 9e. Et c'est un peu cantine marocaine. Ok. Tu vois, c'est assez sympa, pas trop cher. Bah, c'est bien, franchement. Bah, on bien. ira ensemble. Bah, avec grand plaisir. Bah ouais. On pourra y aller si tu veux, avec grand plaisir. Et, T'es business angel ouais, aussi, je crois. j'ai fait ça, ouais. J'ai investi dans 11 projets. Ok. Et puis après, je me suis dit, bah, c'est quoi la suite? Ouais, j'ai du temps pour moi, j'ai fait du sport, etc. J'ai fait la création de contenu aussi avec les montres, ça me prend beaucoup de temps. Et après, je me suis dit, bah, ma mission de vie, tu vois, mon truc, c'est d'aider les gens, de partager mes idées, d'aider les gens à améliorer leurs finances personnelles. Je prépare aussi un livre sur la vente et la persuasion. Ah. Ça va t'intéresser, mais à fond. Là, parce que en référence à mon métier de commercial, Ouais. mais je prépare un truc. Et je suis content que t'en parles parce que Ouais. je me bats avec tout le monde. Je prépare un truc là. Je me bats avec beaucoup de monde parce que les gens ne voient pas à quel point les facteurs psychologiques, les biais cognitifs peuvent influencer une personne. Il y a des couleurs qui peuvent influencer, il y a des mots qui peuvent influencer. Ouais. Et quand tu essayes d'expliquer qu'il y a des expériences qui ont été faites, qu'il y a moyen justement de jouer sur ça, il y a une espèce de résistance qui se fait. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse à ce que tu dis. Ouais, tu verras. Et bah, tu vois, il y a Influence et manipulation de Robert Cialdini. Bon, bah, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un Français qui peut faire un bouquin aussi intéressant? Il n'a pas tout dit non plus. Il y a d'autres choses qui existent. Est-ce que c'est pas dû à une méconnaissance? Ben bien sûr, c'est carré. Il n'y a pas d'offre sur le marché. C'est-à-dire que c'est comme si t'as un monopole, en fait, avec un mec scientifique, un mec qui est plutôt scientifique. Après, je connais pas trop son histoire et son expérience, mais moi, je viens du terrain, moi. Moi, je suis pas un chercheur. Je suis pas un mathématicien. J'ai fait un bac L, j'ai fait une école de commerce et je viens du terrain. Donc, moi, je vous parle du terrain. Je suis pas un chercheur. Ça m'intéresserait de faire de la recherche sur la vente parce que ça me passionne, mais je viens du terrain.
Et ça a sa valeur, ça a son intérêt et sa pertinence. Et du coup, juste pour revenir à l'autre livre qui sort le 24 avril, c'est par rapport au constat qu'on n'apprend pas les finances perso à l'école et on n'apprend pas à gérer son budget et on a un gros problème avec l'argent. Donc je parle en fait du rapport à l'argent, d'où ça vient, la religion catholique qui a influencé la Révolution française, le rapport à l'argent, la France versus les pays anglo-saxons aussi. Ça tombe très j'en bien, parle. parce que On parle de ça. c'est une très bonne chose, parce que déjà, s'il y a la partie historique, puisque les gens... Il y a la partie historique dans mon bouquin. Les gens oubliaient que la Révolution, c'était justement un problème économique, de base. Voilà, donc j'ai mis ça en fait sur la table. C'est pas juste un bouquin de finances perso en disant il y a la crypto, la bourse, l'IMO, tu sais, un peu liste exhaustive de tous les trucs. Ça m'intéresse pas. Je voulais faire un truc un peu psycho. Tu vois, mais c'est bien, parce que ça veut dire que tu rapproches finalement les gens de ça. Parce que, ou plutôt, tu les remets en accord, parce qu'en fait, c'est pas qu'on se ment à nous-mêmes, mais on en a besoin, on aime ça. Aujourd'hui, c'est ce qui paye de serait-ce que ton toit. Donc, il faut en faire. Tu peux pas vivre sans une certaine somme. C'est une réalité. Donc, c'est pas tabou, au fait, de vouloir en gagner. C'est pas tabou de vouloir vivre décemment, finalement. Et de profiter de sa vie. Ouais. Tu vois. Donc, je pense que c'est peut-être aussi ça que les gens vont retrouver. Ouais, c'est ça qu'ils vont retrouver. Je parle aussi de la création de contenu, parce que il n'y a pas que les cryptos, la bourse et l'IMO, il y a aussi la création de contenu, l'affiliation, écrire un livre, comment ça marche, les droits d'auteur, combien tu gagnes quand tu fais un livre. Tu vois, je parle aussi de ça, c'est des trucs qui intéressent les gens, parce qu'il y a un Français sur 3 qui veut écrire un livre et personne ne parle de combien on gagne avec un livre. Et moi, je dis les choses. En fait, je dis transparent, t'écris un livre, comment ça fonctionne. Et puis après, je dis qu'à un moment, l'argent, c'est pas une fin en soi. Il faut revenir à des choses plus spirituelles, au sport, à bien manger, à voir ses amis, etc. Donc, c'est un livre qui est assez psychologique, mais aussi concret, parce que je suis un mec du terrain au départ. Et j'ai hâte qu'il sorte. Il va sortir le 24. Donc, 24 avril. Construis ta liberté financière. 7 étapes pour une vie sereine et choisie. La Fnac, Amazon. Cultura, toutes les librairies, on peut le commander s'il n'est pas en stock. Et puis après, on verra. TikTok. TikTok, on va faire de la création de contenu sur TikTok, création de contenu sur Insta. T'es sur LinkedIn aussi. Je suis sur LinkedIn aussi. Et puis ma vision, tu vois, Eddy, c'est de faire un bouquin. J'espère que je vais réussir. C'est d'enchaîner les bouquins comme un artiste musical. On aime tous la musique, on écoute tous de la musique. Et ben quand t'as un artiste musical que t'aimes bien, je sais pas, un mec dans l'électro, du rap, on s'en fiche. Il sort un projet, que ce soit un EP, maxi ou album, tous les ans, tous les 2 ans, etc. Et moi, mon challenge, c'est pourquoi est-ce que je ferais pas un bouquin tous les 1 an et demi, tous les 2 ans. Donc, tu vois, j'ai le parking, j'ai la liberté financière, notre relation à l'argent, j'ai un bouquin sur la vente et la persuasion, après le reste, je peux pas trop en parler, mais j'ai d'autres sujets. Tu l'utiliseras plus tard. Ouais, j'ai d'autres sujets et j'ai vraiment envie de... Toi, ça aurait pu être de la musique, hein. J'en ai écrit beaucoup de la musique, mais ça aurait pu être de la musique, mais c'est des bouquins. C'est le support, en fait, que j'ai envie d'utiliser. Avec la vidéo aussi. Mais toi, t'as plein de ressources aussi, t'as plein de trucs que t'as envie de faire. Moi, je vais être honnête avec toi. Bah oui, dis-moi. Plein de ressources, mais j'exploite pas. Mais pourquoi ? Enlève ce syndrome de l'imposteur que t'as. Peut-être. Franchement, enlève-le parce que t'as tout en main. Pour moi, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais pour moi, t'as la légitimité, t'as l'expérience, t'as donné des cours pendant des années à des étudiants, ce que moi, j'ai pas fait. Donc ça, en termes de sortir sa zone de confort, c'est quand même fort, surtout au début. Du feedback d'étudiants qui vont parler à la direction et ensuite à le feedback. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être exigeant avec toi-même, il faut délivrer. Enfin, moi, je suis admiratif de ça chez toi et j'aimerais le faire. Je t'en ai parlé en off. Mais pour moi, tu as tous les éléments pour passer la seconde là-dessus, quoi. Écoute, déjà, ça me fait plaisir ce que tu dis, venant de toi. Mais ouais, je pense que... Si toutefois, tu as envie, hein. C'est une question qui se pose. Après, voilà, en fait, pour être totalement transparent, moi, ce que je kifferais, c'est ouvrir une école, mais ce serait même presque une école de la vie. Tu vois, j'ai déjà plein d'idées, mais ça, je vais t'en parler en off. Mais je vais faire quelque chose de différent. Moi, les jeunes, ce que je veux, et je le fais tout le temps, c'est pas... L'école, c'est bien, mais moi, il y a plein de choses que l'école m'a pas appris. J'ai dû apprendre sur le terrain et j'ai perdu du temps. Moi, je vais vous faire gagner du temps, et si ça vous fait gagner de l'argent, tant mieux. Y en a, je leur ai donné des conseils, je peux te dire qu'ils ont... leur vie, elle a changé.
Et je le sais parce qu'ils m'ont remercié, tu vois. Il y en a qui sont à l'étranger. Euh, mais ouais, je pense que ça va arriver. Et puis après, il y a cette formation en psychologie qui arrive parce que je vais aussi avoir une activité, tu sais, de psychothérapeute. Ah, je savais pas ça. Ouais, bah, c'est pour aider les gens. Ouais, ok. Et Parce qu'aujourd'hui. là, tu te formes là-dessus Ah, ça, c'est Ouais. Là, je suis intéressant, sur ça. mon premier cycle Ça, c'est intéressant. et j'ai terminé un cycle de synergologue. Ok. Tu vois, sur l'analyse du non-verbal. Ça, pareil, c'est un truc, Ah ouais, c'est dingue. je t'en parlerai, tu verras. C'est dingue. Mais ouais, c'est une vraie réflexion. Moi, l'objectif, c'est d'aider les gens. Pas forcément, je cours pas après l'argent. Ce que je veux, c'est que les gens, ils avancent. Tu vois, moi, quand quelqu'un me dit ce que tu m'as donné, je l'ai réutilisé 3-4 jours après, ça a marché, je l'ai assimilé. C'est bon, on a gagné. Donc, ta mission, ton objectif, la vision en fait que tu as, c'est ça. C'est à peu près la même vision que j'ai en fait finalement. Tu veux vraiment aider les gens. C'est quoi l'objectif pour toi, in fine, enfin, Parce qu'avant, tu étais commercial, c'était l'argent. Enfin, moi aussi. Hein. Moi, je veux juste que les gens ouvrent les yeux sur la vie. Tout à l'heure, tu en as parlé, tu as dit que oui, l'argent, c'est bien, c'est pas une religion, c'est pas une fin en soi. Donc, je vais vous apprendre à en faire, mais je vais vous apprendre aussi à comprendre que c'est pas le plus important. Ouais, voilà. La santé, vous en avez qu'une, profitez-en. Tu vois, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en burn-out, ils ont 20 piges. Ouais. Il y a des gens, ils sont en burn-out, ils le voient même pas. Il y a des gens, je les vois, au bout de quelques jours, ils ont même plus de cheveux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Oh. T'as quel âge maintenant, là? Tu me donnes quel âge? Je sais pas, t'es plus jeune, t'as 32. Oh, tu me fais kiffer, là. T'as plus? Ouais, je vais avoir 37 dans 6 mois. Ah, tu vois, t'es en forme. Ouais. C'est les bonnes idées. Moi, j'ai 38, moi. Oh, bah ça va. 37, 88? Ouais. Je te pensais plus jeune. Ah, c'est l'expérience. Mais après, tu sais, on se rapproche de la quarantaine et du coup, un peu plus de recul, plus d'assurance et c'est normal que ça change. Mais c'est drôle, hein, on a un peu la même mission. Tu vois, moi, c'est à travers le bouquin. Toi, c'est peut-être à travers aussi du live, plutôt d'interaction. C'est comme si tu étais sur scène, un acteur, en fait, sur un théâtre. Ça, ouais. Tu vois, tu veux du live. Exactement, mais ouais. je compte bien en faire aussi. Donc si tu organises quelque chose, alors là, je suis avec toi, hein, 1000%, déjà, un événement, un truc, des cours. Déjà, moi, j'ai envie, tu vois. Bah déjà, on va faire un deuxième round ensemble. Avec plaisir. Ouais, bah écoute, merci Alex. Merci à toi. J'espère que les gens vont adorer. Yes. Et on attend le 24 avril pour le bouquin. Exact. Merci à toi. Mais de rien. Pour ton temps. On est bon?